On est là pour protester l'avenue de l'extrême droite dans une université publique. C'est inadmissible, surtout quand c'est invité par la représentation étudiante sans consulter la base auparavant. Même si on a réussi à obtenir un sondage par la représentation étudiante, c'était après l'avoir invité. Donc c'était déjà trop tard, j'ai envie de dire. Modric Kamen est un semeur de haine et vu la diversité dans notre université, le fait que toutes les religions sont représentées ici, avoir un islamophobe comme celui-là, américano-sioniste, qui vient de notre université et qui a un parti pris totalement raciste envers sa population est inadmissible. Surtout qu'on est dans une université où il y a beaucoup de diversité, bon, je l'ai déjà dit. Et voilà quoi, l'extrême droite ne passera pas et on ne laissera pas le racisme diviser les étudiants. Comment expliquer ce discours nouveau dans la bouche des politiques? Ce discours de haine? Selon moi, en temps de crise, le bouclier émissaire change à travers les temps et il est clair qu'aujourd'hui le bouclier émissaire c'est l'arabe, donc on essaye de faire dire aux gens que la cause de leur malheur est à cause d'une certaine communauté. Même si ce n'est pas dit explicitement par tous les politiciens, on voit très bien que dans leur politique, c'est ça qui s'en dégage. Merci. Bien sûr, c'est ramené Modric Kamen, tu sèmes la haine. 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 Fachos dans nos quartiers, et pas quartier pour les fachos. Pas fachos dans nos quartiers, et pas quartier pour les assassins, fascistes, racistes, assassins, racistes, assassins, racistes, assassins, fascistes. Devant l'université pour protester contre la venue de l'extrême droite au sein de l'auditoire, au sein d'un café politique. Nous ne sommes pas contre la liberté d'expression, détrompez-vous, nous sommes pour la liberté d'expression, mais quand un voisin est raciste, il y a une différence entre l'inviter chez vous et le bâillonner. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour protester contre la venue d'un raciste, d'un islamophobe au sein de notre université. Il est hors de question qu'un message comme celui-là, d'extrême droite, passe. Le PP reste un parti raciste, islamophobe, et lui donner une voix telle qu'aujourd'hui, qui n'est absolument pas démocratique, car le café politique n'est pas démocratique. Il n'y a personne aujourd'hui qui est là pour contrer les décisions, les prises de parole de Modric Kamen. C'est laisser la parole à un raciste pendant une demi-heure et des prises de parole pendant à peine 1 minute pour les étudiants. Il n'y aura personne pour le contrer aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on n'est pas content, parce que le café politique n'est pas démocratique. Pour les fachos, pas fachos dans nos quartiers, et pas quartier pour les fachos. Non, on va aller à l'école, c'est pas une activité. T'as envie de dormir aussi? Bah ça, mais j'en suis plus en train à notre dernier café politique. On ne s'est jamais attendu à voir autant de personnes si la joke nous avait pas fait notre pub.
Notre dernier invité pour l'année, c'est M. Modri Kamen, président du Parti populaire qu'il a créé en 2010 lorsqu'il s'est présenté en tête de liste pour l'arrondissement VHV aux législations, équipe fédérale de 2010. Monsieur Modri Kamen est avocat, il a été célèbre surtout en 2008 avec l'affaire Fortis lorsqu'il a défendu collectivement les actionnaires minoritaires. Aussi, il a été président de 2000 à 2003 de la communauté israélite de Belgique. Alors, je vais vous présenter le Parti populaire. Et, comment dire, j'ai entendu l'accueil qui m'a été réservé par certains, les caricatures qui peuvent être faites. J'ai entendu parler de racisme et autres. Et vous savez quoi? Je vais mettre immédiatement les pieds dans le plat. J'entends dire que nous serions un parti raciste ou islamophobe ou que sais-je. Alors que, tout d'abord, je dirais en quoi nous croyons, et puis la manière dont nous agissons. Et peut-être même que je vais commencer par la manière dont on agit. J'ai fondé le parti, et vous savez que nous avons ici une série de têtes de liste, de candidatures. On a déposé 350 candidatures, et avec des têtes de liste, c'est-à-dire ceux qui sont à nos yeux les plus méritants et les capables d'être élus et de nous représenter. Alors le parti intolérant, intransigeant, raciste que j'entends, qu'est le Parti populaire, je vais passer avec vous qui sont nos têtes de liste. Tête de liste à Bruxelles, Tatiana Hachimi est fille d'un immigré syrien et d'une mère russe. Notre tête de liste dans le Hainaut, à savoir moi-même, est petit-fils d'un immigré juif polonais. Notre tête de liste à Liège, Aldo Carcassi, vient du monde socialiste et est fils d'un immigré italien. Sa numéro 2, Tran Nguyen, vient du CDH-L et est arrivée ici comme réfugiée politique vietnamienne. Notre tête de liste à la région, pour la région de Neuchâtel, Dimitri Ben Ali, est lui-même le fils de quelqu'un qui a été le premier immigré marocain à s'installer à Dinan. Notre tête de liste pour Hat Tournai, M. Chen Xin, est lui-même un immigré d'origine chinoise. Et donc, le grand parti raciste qui n'aime pas les étrangers, je pense que nous sommes le parti qui alignons le plus de têtes de liste et de candidats, en tout cas éligibles, qui ont une origine étrangère, puisqu'ils sont tous pratiquement fils ou petits-fils d'immigrés. Voilà déjà peut-être, loin de tous les discours que vous pourrez entendre, des actes. Comment nous nous positionnons et comment nous agissons. Alors, pour reprendre ce qui nous anime par rapport à la doctrine, puisque l'immigration fait partie effectivement de nos préoccupations, et puis je viendrai avec le reste, parce qu'il n'y a pas que ça, et heureusement, mais ça fait partie aussi des choses qui peuvent paraître contentieuses aux yeux de certains. Nous avons vis-à-vis de l'immigration un double principe, ou un triple principe. Le premier, c'est que comme tous les partis démocratiques, nous serons en phase, en avant, pour combattre toute forme de racisme, de discrimination ou d'antisémitisme. Les gens, il existe des racistes dans la vie, et nous combattons les racistes. Ceux qui rejettent l'autre parce qu'il est blanc, parce qu'il est noir, parce qu'il est arabe, parce qu'il est juif, parce qu'il est bouddhiste, tout ce que vous voulez, ceux-là d'abord sont des gens nuisibles, dangereux, et j'ajouterai qu'ils n'ont absolument rien à faire au Parti populaire. Et croyez-moi, avec quelques-uns qui ont pu passer, ils n'ont pas fait long feu au sein de notre mouvement. Il faut être très clair. Le racisme, le rejet de l'autre, parce qu'il est étranger, est un délit. À partir de cela,
Nous avons au Parti populaire des exigences pour le vivre ensemble. Ces exigences sont partagées par une large partie de la population. Les sondages le montrent. Par rapport aux immigrés qui viennent ici, nous demandons, la première chose, c'est de s'adapter à nos valeurs. En d'autres termes, lorsqu'on vient en Belgique, dans un pays occidental, tradition judéo-chrétienne, matinée des Lumières, etc., on vient ici en pleine connaissance de cause. Et on ne vient pas pour changer les fondamentaux, la culture de base, les valeurs du pays qui vous accueille. Quand vous rendez visite à quelqu'un, un ami, un voisin, vous comportez chez lui en hôte, et vous savez que vous êtes chez lui. Ça veut dire concrètement, et j'ajouterai, parce que nous ne caricaturons pas, qu'une large majorité des gens qui viennent et qui immigrent viennent en parfaite connaissance de cause et respectent ces règles. Il y a par contre partie des gens qui demandent qu'on modifie nos valeurs, nos croyances, nos fondamentaux de base. Ça va pour les plus modérés à demander ce qu'on appelle des accommodements raisonnables, style des horaires séparés dans les piscines parce que les femmes ne pourraient pas nager avec les hommes, jusqu'à quelques-uns, les plus excités d'entre eux, qui vous disent, style Sharia for Belgium, qui vous disent, nous, à terme, on veut introduire la charia dans notre pays. On sait bien que c'est une minorité extrêmement agissante, et donc, les plus excités, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils entraînent d'autres à faire quoi? Notamment, à aller se battre en Syrie, par exemple. Et vous avez des jeunes de 20 ans, de 15 ans, de 18 ans, qui n'ont évidemment rien à voir avec le conflit en Syrie, et qui se retrouvent à aller mener le djihad là-bas, à savoir parfois tuer, parfois torturer, voire eux-mêmes être tués et mutilés, alors qu'ils pourraient vivre une vie paisible ici en Belgique. Vous avez des jeunes de 18-20 ans, et ce n'est pas anecdotique, puisqu'on parle au moins de 200 à 300 jeunes belges, dont certains ont 15 ou 16 ans, qui sont aujourd'hui en Syrie. Vous allez me dire, en quoi est-ce que ça nous concerne? En quoi est-ce que les horaires séparés des piscines sont un problème? Ou en quoi est-ce que la charia, peut-être certains d'entre vous, serait un problème? Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes filles, jeunes femmes parmi vous. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous vous en souviendrez, vous ne le savez peut-être pas pour certains, mais l'égalité homme-femme, qui est un acquis a priori qui semble acquis dans une société, le fait qu'un homme et une femme ça a les mêmes droits et les mêmes devoirs, ça paraît quelque chose d'extraordinaire, mais il n'y a pas si longtemps que c'est acquis. Je vous rappelle, mesdemoiselles ou mesdames, que vos grands-mères ne peuvent voter en Belgique que depuis 1948. Que vos mères ou vos grands-mères ne peuvent ouvrir un compte en banque seuls, sans l'autorisation de leur mari, que depuis 1967 ou 1968. Que la liberté dont vous jouissez aujourd'hui, qui est légitime et qui doit être préservée, n'est pas quelque chose qui va de soi en termes d'égalité. Eh bien, vous aurez appris que, par exemple, vous ne le savez peut-être pas, mais le Télégraphe, qui est un des principaux journaux britanniques, a consacré à 3 semaines à 1 mois un article sur la charia en Grande-Bretagne. Un article très long et très documenté. Il expliquait que la Law Society of England, qui regroupe tous les juristes, les notaires, les avocats, est maintenant autorisée à rédiger des testaments charia compatibles, compatibles avec la charia. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quelqu'un qui est né en Grande-Bretagne peut rédiger, un avocat peut rédiger un testament et faire en sorte notamment que les filles soient déshéritées au profit des garçons. Ça, c'est la charia. Ou encore, que quelqu'un qui a quitté la religion musulmane puisse être déshérité au profit de ceux qui sont restés dans la religion musulmane. Est-ce que c'est ça
que nous voulons en Europe par rapport à nos valeurs d'égalité, de droits de l'homme et autres. Il y a autre chose aussi par rapport à la religion que je voudrais vous rappeler. C'est que en Europe, nous nous sommes entretués pendant des siècles pour des questions de religion, entre catholiques et protestants. L'Europe a été à feu et à sang. En Belgique, il y avait des bagarres entre ceux qui croyaient, les catholiques, et ceux qui ne croyaient pas, les laïcs, les athées. Et là aussi, on est arrivé, après des années, des décennies, à un équilibre qui fait que le vivre ensemble est possible. Et en Israël? Qui fait que le vivre ensemble est possible. Et le vivre ensemble est possible en Israël également. Et cet équilibre auquel nous sommes arrivés, c'est le fait que la religion ressort aujourd'hui de la sphère privée. Que chacun peut croire en ce qu'il veut, pratiquer la religion qu'il veut, dans le respect évidemment des lois ici, et que tout ça ressort du privé. Et que donc la revendication religieuse n'a rien à faire dans la sphère publique. Et c'est pour ça que nous pensons que la question de la neutralité ou de la laïcité de l'État est importante. On peut être juif, musulman, athée, bouddhiste, tout ce que vous voulez, chez soi, avec ses amis, en famille, mais lorsqu'on va au travail, lorsqu'on va à l'école, à l'université, lorsqu'on est employé dans une administration ou dans une entreprise, on laisse ses convictions religieuses et la manière de l'exprimer, que ce soit un voile, une kippa, ou comment dire, des t-shirts qui expriment des convictions qui pourraient heurter d'autres, on les laisse à la maison, dans la sphère publique. Disons ça, pas parce que nous sommes contre les libertés, parce que nous savons aussi que la question religieuse, elle peut très vite empoisonner le vivre ensemble. Regardez les conflits qui existent dans le monde, notamment en partie entre l'islam et la chrétienté, dans tous les points de friction où il y en a. Et donc, si on veut garantir le vivre ensemble, si on veut garantir les libertés et la paix civile, il faut accepter que ces questions soient laissées dans la sphère privée. Nous avons une autre exigence vis-à-vis des étrangers. C'est que tout qui vient ici doit venir pour contribuer au bien-être commun. En d'autres termes, on vient ici, on émigre, on va avoir une place au soleil, bien qu'il n'y a pas beaucoup de soleil en Belgique, mais en tout cas on peut se faire sa place, pour autant qu'on y vienne pour y contribuer. En d'autres termes, pour prendre sa part de création de richesse dans cette société. Et nous disons, nous constatons, qu'il y a une partie, pas tout le monde, ne généralisons pas, mais qu'il y a une partie de l'immigration qui est venue ici, attirée par une sécurité sociale extrêmement généreuse. Et ça ne va pas. Ça ne va pas par rapport à tous ceux qui contribuent par leur travail. Et je dois vous dire que souvent, ceux qui sont les plus choqués et qui sont le plus en soutien sont tous les étrangers qui sont venus, voici 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou même voici plus récemment, et qui sont venus en jouant le jeu, en disant ici je viens dans un pays et j'apporte ma part, ma contribution au bien-être commun, et qui sont choqués que certains viennent en disant ben non, nous venons parce que nous voulons la sécurité sociale, nous voulons ceci, nous voulons l'allocation, nous voulons toute une série d'avantages, chômage et autres, parce que le pays est extrêmement généreux et qu'on peut avoir le chômage même sans avoir cotisé et sans avoir travaillé, et ça ne va pas. Chacun doit prendre sa part du travail. Ça, c'est le Parti populaire, loin de tout ce que vous avez pu entendre comme conneries, tout ce que nous sommes ou nous ne sommes pas. Et je peux vous dire que dans la rue, quand nous faisons campagne, dans les emails que nous recevons, il y a énormément d'étrangers, en ce compris des communautés arabo-musulmanes, qui nous disent « vous avez raison,
il faut mettre de l'ordre. Il ne faut pas accepter les dérives. Et lorsque je vais au Maroc, parce que je vais souvent au Maroc, parce que j'aime le Maroc et j'aime les pays arabo-musulmans, loin des caricatures que vous pouvez imaginer. Pour construire des prisons pour les belgo-marocains? Mais lorsque je vais au Maroc, les Marocains me disent « Vous avez raison, ce n'est pas normal ce qui s'y passe, chacun doit travailler et prendre sa part. » Quels sont les autres points que nous croyons au niveau du Parti populaire? Nous pensons tout d'abord que les citoyens doivent avoir droit à la parole. Nous sommes favorables au référendum d'initiative populaire. En d'autres termes, qu'il y a beaucoup de sujets où il ne faut pas laisser les hommes et les femmes politiques décider en votre nom, mais où, comme en Suisse par exemple, où les citoyens doivent pouvoir avoir leur mot à dire. Et c'est le genre d'initiative, par exemple, où on évite des projets somptueux ou somptuaires qui ne servent pas à grand-chose, si ce n'est flatter l'ego des politiciens. Je vais prendre un exemple, la gare de Mons, la gare Calatrava, M. Di Rupo, qui va coûter 150 millions d'euros, 6 milliards de francs belges, pour flatter uniquement l'ego de certains. Nous pensons que, en matière de transport en commun, il est plus important que les trains arrivent à l'heure et qu'il y ait suffisamment de trains de qualité pour conduire les gens, et qu'une gare, la rénovation de la gare, prendre un exemple, la rénovation de la gare de CPT n'est pas dans ces mesures-là, et que c'est typiquement le genre de décision où le recours au référendum à l'initiative des citoyens pourrait éviter la gabegie et éviter des dépenses inutiles. Donc pour nous, le recours aux citoyens est extrêmement important. 2. Nous voulons une réduction des impôts sur le travail. Nous pensons que les bas et les moyens salaires sont beaucoup trop taxés dans ce pays. Nous pensons que les bas et les moyens salaires sont beaucoup trop taxés. Partout où nous allons en Wallonie et à Bruxelles, nous constatons des manques terribles dans le pouvoir d'achat des citoyens. Vous gagnez même 2000 euros brut, il vous en reste 1400, 1500, 1300, etc. Ce qui est à peine juste de quoi payer un loyer, payer les transports, une voiture et autres. Et nous pensons que les bas et les moyens salaires doivent être beaucoup moins taxés. Nous pensons aussi que les charges sociales sont beaucoup trop élevées. Vous devez savoir que lorsque quelqu'un veut vous employer et vous paye 2000 euros brut, il en coûte 5000 euros à l'employeur. Tant et si bien que les gens hésitent à engager et délocalisent les entreprises. Nous pensons qu'il faut prendre des mesures en faveur de l'emploi. Et nous proposons notamment que pour les 3 premiers emplois, l'employeur n'ait qu'à payer le salaire brut. Quelqu'un veut engager un employé pour 2000, 1800, 2500 euros, il en coûte 2500 euros. Pourquoi? Parce que les PME, les petites et moyennes entreprises, sont le cœur de l'activité industrielle en Wallonie et à Bruxelles. Et beaucoup n'osent pas engager, en raison des coûts. Et qu'est-ce qu'on fait? On propose des dizaines et des centaines de plans. On sait que ça coûte très cher en termes de charges, mais l'État, les partis au pouvoir viennent avec des dizaines, des centaines de plans, tels que le plan Activa. Ce sont des plans terribles, parce que, en un premier temps, pendant 6 mois, pour autant que vous ayez été chômeur, vous ayez ceci pendant un certain temps, pendant les 6 premiers mois, effectivement, il n'y a pas de charge sociale, voire même une partie du salaire est payée par l'État. Et puis, quand le plan commence à voir ses effets décroître, il faut commencer à payer des charges sociales et autres, qu'est-ce qu'on fait? Les gens qu'on a engagés, on les met à la porte. Et on commence avec d'autres. Et c'est un gâchis social. Eh bien, nous pensons au contraire que pour les 3 premiers emplois, il ne faut pas payer de charges sociales et que ça pourrait créer très rapidement entre 50 000 et 75 000 emplois rapidement pour les jeunes, pour les seniors. Nous pensons également
que vous avez droit, que les citoyens ont droit à la sécurité. C'est pour ça notamment que les États existent, et c'est une des missions qu'on appelle régalienne de l'État, assurer la sécurité de ses citoyens. Dans une ville comme Bruxelles, en Belgique de manière générale, on a de très sérieux problèmes d'insécurité, avec une montée en puissance, des agressions, des vols, et des agressions notamment contre les personnes. Pensez-vous que le port d'armes rétablira la paix? Contre les jeunes, l'agression contre les personnes âgées. Si vous lisez la presse, vous voyez ces faits divers de plus en plus nombreux, où des personnes âgées sont agressées parfois pour 10 euros, 50 euros, 100 euros dans la rue ou chez elles, parfois avec des séquelles absolument abominables. Nous pensons que la sécurité est un droit. Nous pensons également que la police fait globalement son travail, mais que la justice ne suit pas. Vous devez savoir que dans ce pays, quand vous commettez une agression, d'abord une partie seulement, vous commettez un délit, seulement une partie passera devant les tribunaux, après 2 ans ou 3 ans, et qu'en plus, quand vous êtes condamné à des peines de prison, il faut commettre déjà des faits graves pour avoir des peines de prison fermes. Vous devez savoir qu'en Belgique, les peines de prison de moins de 3 ans fermes ne sont plus exécutées. Par manque de place, notamment. Et qu'au mieux, vous aurez un bracelet électronique pour quelques mois. Tout ça crée un sentiment d'impunité chez une partie des délinquants parce que la sanction ne vient pas. Et fait que les délits se multiplient, les agressions se multiplient avant qu'une sanction effective ne tombe. Donc au Parti populaire, nous demandons ce qui se fait dans tous les pays au demeurant, à savoir que les peines soient exécutées. Et ça ne veut pas dire des peines de prison pour tout le monde et pour n'importe quoi. Quelqu'un qui commet un petit larcin peut très bien, du moment qu'il y a une sanction qui tombe, style un travail d'intérêt général, qui permet de prendre conscience du fait qu'on a transgressé une règle, mais qu'une sanction vienne rapidement, pour ne pas laisser se développer un sentiment d'impunité qu'on peut faire n'importe quoi sans prendre aux biens et aux personnes, et c'est souvent l'escalade. Ça, c'est le Parti populaire. Alors, pour ne pas éluder votre question, il y a une réalité, effectivement, c'est que la moitié, nous n'avons pas assez de place dans les prisons sont vétustes et autres, et il y a une autre réalité, c'est que la moitié, effectivement, des détenus dans nos prisons sont étrangers. Il n'y a pas de statistiques. La moitié, c'est faux. C'est faux. Je vous donne le chiffre exact. Les statistiques officielles, il y a des statistiques pour les étrangers. Il n'y a pas de statistiques, et donc la moitié, statistique officielle du ministère de la Justice, la moitié des détenus dans nos prisons sont étrangers. L'autre moitié, et là il n'y a pas de statistique officielle, ce n'est que le reporting effectivement des gens des prisons, l'autre moitié, 50%, la moitié de cette autre moitié a la double nationalité. Ça, ce sont... Il n'y a pas de souci par rapport à... Attendez. De toute façon, Ouais, c'est un débat, je pense. ce que nous disons simplement, je termine l'exposé puis je répondrai à vos questions. Ce que nous disons simplement, c'est qu'il n'est pas anormal pour celui qui a une nationalité étrangère, qu'il soit marocain, turc, israélien, russe, américain, français, hollandais, tout ce que vous voulez, il n'est pas anormal pour quelqu'un qui détient une autre nationalité, qui n'a pas la nationalité belge, de purger sa peine dans son pays d'origine. Aussi simple que ça. Il y a d'ailleurs des conventions internationales qui le prévoient. Le seul fait, c'est qu'elles ne sont pas appliquées. Et nous demandons qu'elles soient appliquées. Et nous pensons effectivement que ça n'a rien d'anormal à ce qu'un Russe aille purger sa peine en Russie, ou un Israélien en Israël, ou un Marocain au Maroc, je veux dire, de purger sa peine dans son pays. Un belgo-marocain belge, non? J'ai parlé de quelqu'un qui a une nationalité marocaine. Non, vous avez dit belgo-marocain dans la presse. Un belgo-marocain et belge. J'ai parlé, ne confondez pas les choses, j'ai parlé de ceux qui avaient une nationalité étrangère. Ça, c'est donc un principe fondamental. Nous avons toute une série
d'autres propositions, parce que nous couvrons, on parle souvent de la sécurité et de l'immigration, nous avons des propositions en matière d'énergie, nous avons des propositions en matière d'éducation, nous avons des propositions par rapport à une série de sujets. Je ne vais pas éviter, quelqu'un m'a posé la question sur les armes, hein, c'était vous je pense, je n'éviterai pas le sujet. Ce que nous disons, nous constatons aujourd'hui, c'est que il est extrêmement facile pour quelqu'un, pour un délinquant, se procurer une arme. Ça prend entre 2 heures et 3 heures pour autant qu'on sache l'endroit, et ça coûte entre 100 et 500 euros hein, pour avoir une arme de poing, voire des armes semi-automatiques du style Kalachnikov. Tout ça circule, on le sait. À côté de cela, il y a des gens qui se sentent en insécurité. Parce qu'ils sont plus âgés, parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils se sentent en insécurité. Jusqu'il y a 20 ans, le fait de se sentir en insécurité chez soi ouvrait le droit à une détention d'armes chez soi. C'est un droit. Vous vous sentez en insécurité, moyennant une enquête, moyennant un certificat médical, moyennant le fait de se sentir en insécurité, permettait de détenir une arme. Ça a été changé avec la loi Collins. Comment on évalue l'insécurité? Ça a été changé avec la loi Collins, où aujourd'hui, c'est certainement plus un motif, et les conditions sont extrêmement strictes. Ce n'est plus que des conditions de tir sportif et autres, avec un casse-tête qui permet de détenir l'arme. Donc si vous sentez en insécurité et que vous voulez simplement détenir une arme chez vous, parce que vous avez peur qu'on vienne vous cambrioler et autres, vous ne pouvez plus avoir une arme. Nous pensons que la législation, moyennant une série de garde-fous, peut être assouplie sur ce point-là. Voilà. Donc, loin des caricatures, nous demandons simplement un retour à ce qui a existé pendant 150 ans, 200 ans en Belgique, sans qu'on s'entretue, mais où les gens qui souhaitaient avoir une arme chez eux puissent en posséder une sans être soumis à une législation kafkaïenne ou trop restrictive. Je pourrais, il y a 1h30, j'ai déjà vous ai donné un peu d'essence du Parti populaire, je pourrais parler de l'énergie, je pourrais parler de l'éducation, mais je vais maintenant répondre à vos questions, pas tous à la fois, et je répondrai sans langue de bois à vos questions. On va peut-être commencer, si vous voulez, par vous-même, et puis je passerai le tour. Oui, alors voilà, vous dites Parti populaire et tout ça. Bon, moi je pense qu'on a un peu compris que votre programme était quand même, en termes d'économie, était libéral. Alors ensuite, maintenant, j'ai donc ma question, c'est de dire, voilà, après vous dites, donc les entreprises payent trop de charges sociales, et ensuite vous dites, elles délocalisent. Mais en fait, c'est pas vrai. Ce sont les grandes entreprises qui délocalisent dans ce pays. C'est ArcelorMittal, c'est Ford, et eux, ils ne payent pas d'impôts. ArcelorMittal a payé 545 € d'impôts, c'est-à-dire 0% de ce qu'ils ont, vu que c'est un groupe qui fait des milliards de bénéfices, en Belgique. Ils n'ont pas payé d'impôts. La Belgique, c'est le 9e paradis fiscal au monde, selon des fiscalistes. Donc, ma question, c'est dans quel sens vous êtes un parti populaire, alors que vous défendez des grandes entreprises d'un programme libéral? Je vais vous répondre. D'abord, nous sommes un parti populaire, et j'en suis très fier, et je vais vous dire ce que c'est qu'être un parti populaire. C'est un parti qui est capable justement de fédérer des gens qui viennent de tous les horizons sociaux, économiques. Et je peux vous dire, cher monsieur, que si vous veniez voir qui compose le Parti populaire, vous verriez que nous avons un argument politique, monsieur. Non, non, ça n'a rien à voir. Il y a dans votre parti, et vous allez faire. Faut pas nous prendre pour des débiles non plus, hein. Alors, si vous me laissez pas répondre, vous dialoguez entre vous. Je dis, mais vous me laissez répondre à la fois sur le mot populaire. Il y avait deux questions. Je ne pas à la fois sur le mot populaire, et ensuite je vous répondrai sur les charges sociales et les impôts. Donc, là, sur le mot populaire, c'est une des choses dont je suis le plus fier au sein du parti, parce que nous avons toutes les catégories de citoyens qui nous ont rejoints. Et je peux vous dire que justement, si vous voyez qui fait campagne, qui sont les membres du Parti populaire, vous verrez que nous avons justement des plus défavorisés, c'est-à-dire des gens qui sont au chômage, des gens qui sont au CPAS,
jusqu'aux plus privilégiés, des gens qui sont chefs d'entreprise, qui sont rentiers, en passant par tous les spectres de la population, depuis des fonctionnaires, des ouvriers, des employés, des indépendants. Donc au Parti populaire, nous avons toutes les couches de la population. Ça, c'est une première chose. Et j'en suis très... Attendez, et j'en suis très fier. Deuxièmement, pour répondre à votre question, parce que je pense que vous n'en payez pas des charges sociales et vous ne savez pas ce que c'est que les charges d'entreprise, ce que ça coûte réellement. Contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas seulement des questions de délocalisation. C'est aussi des questions de toutes les PME qui ferment. Parce que justement, elles ne supportent pas la concurrence. Ce sont toutes celles, justement, les entreprises belges qui sont maintenant en concurrence avec les Bulgares ou les Roumains qui travaillent pour 3 euros, pour 5 euros de l'heure, qui viennent dans la construction. Savez-vous que dans les 6 derniers mois, ou les 9 derniers mois, les PME ont perdu 11 000 emplois dans la construction en Belgique en raison justement de la concurrence des pays de l'Est, parce que justement le coût du travail est excessif. Maintenant, sur les impôts, et de nouveau loin des caricatures de tout ce que vous pouvez penser, le Parti populaire est le seul parti à prôner avec, l'extrême gauche, avec le PTB d'ailleurs, où nous rejoignons sur le programme, nous sommes le seul parti à prôner la suppression des intérêts notionnels. Nous pensons que l'impôt des sociétés tel qu'il est pratiqué aujourd'hui en Belgique est un impôt terriblement injuste, parce que vous avez un taux nominal de 33,9% qui est payé par la plupart des PME, alors que les les multinationales et les grandes entreprises, notamment par le biais des intérêts notionnels, échappent en grande partie à l'impôt et payent effectivement entre 1 et 4%. Et vous pouvez aller vérifier, ça fait partie de notre programme, la suppression de l'intérêt notionnel. Nous disons, nous voulons un impôt des sociétés à 20% pour stimuler justement la croissance, mais nous voulons un impôt des sociétés qui est payé par tout le monde, en ce compris les multinationales et en ce compris les grandes entreprises belges. Donc vous voyez que c'est loin de... Vous pouvez penser. Je fais le tour et puis je repasserai. Monsieur, et puis je... Oui, monsieur, je vais réagir par rapport à... Nous, on peut pas. Si je fais rapidement et puis je repasse pas chez vous. Je repasse pas chez vous. Allez-y. Oui, je vais réagir par rapport à ce que vous avez dit tantôt concernant les prisons. Les chiffres que vous mettez en avant, je ne les conteste pas du tout. Ils peuvent être, je ne connais pas précisément, mais je ne les conteste pas du tout. C'est tout à fait possible que la moitié de la population carcérale en Belgique soit étrangère au pays. Maintenant, je voudrais savoir ce que vous mettez en œuvre pour empêcher ces étrangers délinquants de venir en Belgique et de commettre les crimes qu'ils commettent ici en Belgique. Et je voudrais pouvoir répondre à la réponse que vous allez me donner, s'il vous plaît. D'abord, ceux qui sont ici, hein, je dis donc... Oui, mais être ici, à que je sache, ce ne sont pas des citoyens belges, ce sont des étrangers qui commettent des délits en Belgique. Maintenant, la question c'est d'où viennent ces étrangers, qu'est-ce qu'ils font en Belgique et pourquoi commettent-ils aujourd'hui, pourquoi y a-t-il tant d'étrangers? Mais la moitié de la population qui réside aujourd'hui en Belgique n'est pas étrangère, donc c'est pas représentatif de la population belge qui est en prison. Donc j'aimerais comprendre pourquoi il y a tant d'étrangers aujourd'hui en prison, j'aimerais savoir ce que vous faites, ce que vous proposiez pour remédier à cela. Mais d'abord, vous devez savoir que si vous parlez des flux migratoires, la Belgique, a un flux migratoire entrant particulièrement important. Vous devez savoir, pour donner une idée de comparaison, que la France, qui est, je vous le rappelle, 6 fois et demi plus peuplée, 65 millions d'habitants, 66 millions d'habitants, 33 fois plus grande que la Belgique, laisse entrer sur son territoire 200 000 personnes à peu près chaque année. En Belgique, je rappelle donc 6 fois moins peuplé, 33 fois plus petit, nous laissons entrer chaque année 150 000 personnes. Ça vous donne une idée déjà du poids migratoire sur la Belgique. Et donc, nous pensons, si vous voulez, d'abord, vous demandez comment on règle les flux migratoires, nous pensons tout d'abord que pour permettre l'assimilation, donner un travail à tout le monde, il faut pour l'instant limiter d'urgence l'immigration entrante. Il faut arrêter Schengen. Oui, bien sûr. Nous sommes pour l'établissement européen. Attendez, ne mélangez pas tout. Je ne mélange pas du tout. La liberté de circulation, c'est... Nous sommes pour le rétablissement des frontières. Donc, je vous réponds, nous sommes pour le rétablissement des frontières. Nous pensons dans un pays où il y a déjà, je ne sais pas si vous connaissez les chiffres,
il y a en Belgique déjà 1 200 000 personnes qui émarchent à l'ONEM. En Belgique. Il y a 1 200 000 personnes qui émarchent à l'ONEM. Il y a en Wallonie et Bruxelles 1 Wallon sur 4 et 1 Bruxellois sur 4 qui est demandeur d'emploi. Au-delà des statistiques des chômeurs stricto sensu qui sont repris dans le census, sont les chiffres, quand vous additionnez toutes les catégories, c'est une personne sur 4 en Wallonie et Bruxelles recherche un emploi. Que si on veut d'abord absorber et donner un emploi à ceux qui sont ici, qu'ils soient belges ou d'origine étrangère, il faut d'abord se concentrer sur la formation ici et le fait de donner la priorité à ceux qui sont ici. Ça ne sert à rien de laisser entrer des gens pour venir grossir les chiffres du chômage, les chiffres des demandeurs d'emploi. Et donc c'est un peu de bon sens si on veut donner les chances égales à tout le monde de se développer. Maintenant, vous me demandez, par rapport à ceux qui sont ici de manière illégale. Non, moi je vous demande par rapport à vous. Non, donc je disais donc, on veut faire en sorte que les flux migratoires soient contrôlés pour permettre justement qu'ici tout le monde puisse s'épanouir. Hein. On n'est pas en situation de plein emploi, on a besoin d'une situation où il n'y a pas assez de jobs par rapport à... Maintenant, quant à ceux qui sont ici de manière illégale, les illégaux, voilà, un État doit pouvoir contrôler qui réside sur son territoire et qui ne peut pas résider. Donc les illégaux, quant à nous, doivent être raccompagnés effectivement aux frontières. Et nous pensons aussi que le délinquant étranger qui a commis des faits graves ou qui est récidiviste, hein, quelqu'un qui a commis 40-50 agressions qui est étranger, même si c'est de l'arsen, mais 40 à 50 fois, etc., eh bien, il a eu sa chance, mais nous n'en voulons plus effectivement. Pour permettre le vivre ensemble et l'intégration de la grande majorité des gens qui sont ici pacifiquement. Admettons que demain vous êtes Premier ministre de la Belgique, vous allez devant l'Union Européenne, vous dites moi je veux remettre les frontières à mon pays pour éviter que les étrangers entrent dans mon pays, ils vont vous répondre, vous ne pouvez pas faire ça, vous avez signé le traité, et vous allez leur dire je sors de l'Union Européenne, est-ce que vous allez être conséquent par rapport aux promesses que vous faites aujourd'hui? Il est évidemment extrêmement difficile d'envisager de sortir de l'Union Européenne, mais vous devez savoir que même dans le cadre des traités, parce qu'il faut un peu connaître un peu les détails, connaître de quoi on parle, même dans le cadre des traités, même dans le cadre de l'espace Schengen, un État peut toujours rétablir ses frontières. Je voudrais vous signaler par exemple que le Danemark, membre de l'Union Européenne, membre du traité, parti au traité Schengen, a rétabli, voici 2 ans ou 3 ans, sous le gouvernement de droite, des contrôles aux frontières. Les Européens ont certes, n'étaient pas contents, je vous le concède, la Commission n'était pas contente, mais c'était pleinement compatible avec le traité parce qu'il y a des clauses de sauvegarde. Lorsqu'un État estime qu'à un moment donné, il doit recommencer à contrôler les flux migratoires, fût-ce pour une période déterminée, il peut le faire, même dans l'espace Schengen. Il faut le savoir. Attendez, je passe, madame, et puis je passe par là. Oui. J'ai lu attentivement le programme du PP. Oui. Et j'ai souvent lu vos revendications par rapport aux droits de l'homme, vous l'avez encore dit au début du café politique. Maintenant j'aimerais que vous expliquiez une contradiction que j'ai trouvée assez étonnante entre le fait de prôner les droits de l'homme et de vouloir la création de prisons belgo-marocaines au Maroc, c'est-à-dire pour des personnes qui ont la nationalité belge, qui ont la double nationalité, connaissant les conditions de détention là-bas. Est-ce que vous osez encore parler des droits de l'homme en voulant transférer, déporter ces personnes vers des conditions de détention atroces? Vous ne déportez pas quelqu'un dans son pays, c'est un peu du contraire. Mais vous parlez de... Mais non, vous ne déportez pas quelqu'un dans son pays. On parle bien de belgo-marocains, monsieur. Ça veut dire qu'ils ont la double nationalité. Je vous répète que nous parlons ici des 50% qui sont en prison qui n'ont que la nationalité étrangère. Et c'est la proposition, je voudrais vous dire quelque chose. Nous n'avons pas assez de place dans les prisons. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en Belgique? On envoie notamment nos détenus, où ça? Dans des prisons aux Pays-Bas. Dans des prisons aux Pays-Bas. Que nous louons aux Pays-Bas. Donc,
il ne serait pas normal d'envoyer un Marocain au Maroc, mais il serait normal d'envoyer un Marocain aux Pays-Bas. Et je voudrais signaler simplement qu'il y a également une question de coût et d'organisation. Vous devez savoir que lorsque nous louons une prison aux Pays-Bas, chaque prisonnier nous coûte tous les mois, par prisonnier, 6 000 € net. C'est scandaleux, mais vous répondez quand même pas à la question. Mais j'y viens. Amenez les contradictions que vous avez dans votre programme. Vous ne répondez pas à la question qui vous est posée. Mais non, je me tais pas, lui. Il chose comme ça, il raconte n'importe quoi. On lui a posé une question claire et précise sur ses principes. Respectueux, monsieur. Respectez quoi, lui. Sur la gueule de mademoiselle, parce qu'il ne répond pas. Il ne faut pas rigoler non plus. Donc, lorsque nous envoyons un prisonnier aux Pays-Bas, il nous coûte 6 000 €, 240 000 francs belges tous les mois. 6 000 €. Nous avons dit, et c'est une proposition qu'a fait, c'est une proposition qu'a fait Monsieur De Wever et auquel nous souscrivons. Et je réponds maintenant à votre question, si vous me laissiez terminer. C'est que plutôt que d'envoyer des prisonniers marocains, notamment marocains, aux Pays-Bas, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de construire nous-mêmes une prison au Maroc avec les standards belges pour être certain qu'il n'y ait pas de dérive et autres, avec une direction belge, mais avec effectivement des employés marocains sur place, et ce fait coûterait beaucoup moins cher, même en respectant des standards élevés, coûterait le tiers ou le quart du prix de ce que nous coûterait une prison aux Pays-Bas. Moi je vous pose la question, est-il anormal d'emprisonner quelqu'un qui a uniquement la nationalité marocaine au Maroc, dans son pays où il est né d'origine, moyennant, si je puis dire, une compensation, la construction sera à nos frais et les salaires des employés marocains, le cas échéant, seraient également à nos frais, avec des standards et un avocat, il faut comprendre qu'il y a une liberté là-bas. Ça ne s'abattra pas, comme vous le dites, monsieur, même avec les standards belges. Mais écoutez, en tout cas, voilà, c'est notre proposition, et on verra si elle sera retenue un jour. Attendez, je passe d'abord par là, puis je reviens. Voilà, pardon. Monsieur. Moi j'ai une question concernant les armes. On ne sait pas qu'en assouplissement de la législation concernant les armes a un peu une solution facile face à l'insécurité qui est en Belgique et pourrait conduire à des dérives qu'il y a comme aux États-Unis. Alors, vous pouvez répéter la question, je pense. Les armes et les dérives. Je voudrais simplement vous dire que nous ne voulons pas aller vers une solution du type américain où chacun peut faire n'importe quoi, chacun peut détenir une arme sans condition et même dans la rue, etc. Nous disons tout simplement que jusqu'à une vingtaine d'années, sans qu'il n'y ait jamais eu de dérive particulière, celui qui se sentait en insécurité chez lui pouvait détenir un fusil de chasse ou pouvait détenir une arme de poing et autres, et qu'aujourd'hui il ne peut plus le faire. Et que je constate que d'honnêtes citoyens qui sont peut-être légitimement en insécurité ne savent pas s'acheter une arme, alors que pour les délinquants, ils n'ont aucune difficulté aujourd'hui à s'acheter pour rien du tout un revolver ou voir une arme automatique. C'est ça que nous constatons. Et comment on évalue un honnête citoyen? C'est pour comme ça, comment on évalue qui est un honnête citoyen? C'est quelqu'un qui n'est pas membre de la JOC. Mais personnellement, je vous dis, je connais un peu, enfin je pense que tout le monde connaît un peu, cette technique démagogue de beaucoup de partis, enfin de tous les partis en fait,
de mettre en tête de liste un arabe, un noir et un chinois, sûr, une femme voilée ou non, etc. Et ça rapporte des voix. Je ne peux pas le nier. Deuxièmement, vous avez parlé après de la charia. Vous avez mis en avant un fait par rapport aux héritages, comme ça. Faites attention, c'est votre interprétation de la charia. Moi, mon grand-père est mort, il n'y a pas longtemps. Mes parents, enfin mon père, sœurs, 8 sœurs, ils ont respecté les règles belges. Au Maroc, ils ont imposé les règles marocaines. Donc, c'est votre interprétation de la charia. Pour moi, le problème qu'il y a avec la Turquie, c'est que vous surfez sur la porte de l'islam et sur l'insécurité. C'est les deux points que vous avez mis en avant pendant tout votre discours. Vous avez parlé vite fait de... On a des projets en matière des propositions en matière d'énergie, etc. Vous n'avez pas développé ça. Moi, je peux les développer si vous voulez. Le problème qu'il y a, c'est que... Oui, vous allez bien sûr développer les points qui vous intéressent le plus et qui vous apporteraient certainement peut-être plus de visibilité. Le problème qu'il y a, c'est que ces gens, les Sharia for Belgium, tous les gens qui ne sont pas représentatifs des musulmans. Mais est-ce que j'ai dit qu'ils étaient représentatifs? Mais pourquoi on parle de ça? Mais en attendant, ils envoient 300 Belges en djihad en Syrie. Sharia for Belgium, etc. D'accord, en parlant de ces gens-là, qui sont un problème certainement. C'est ce qui vous permet après de taper sur la communauté musulmane qui s'adapte, qui étudie, qui travaille et qui n'a pas... Est-ce que vous m'avez entendu? Alors, je vais vous répondre. Et enfin, je vais vous élever et je vais confirmer ce que je dis. Des prisons, des taux de personnalité en prison. Moi j'ai un cours ici en droit, en 3e année, avec Christophe Main, qui est chercheur à l'INCC, donc Institut national de la criminologie, qui met en avant des statistiques qui disent que si vous, et je le cite, si vous êtes marocain avec une longue barbe, vous avez plus de chances d'arriver en classe prison, donc de terminer entièrement la procédure pénale, que si vous êtes Jean-Michel, que vous êtes médecin et que voilà, vous êtes bleu, blanc, belge. Ça, ce sont des statistiques de l'Institut national de la criminologie, qui est un institut gouvernemental, national et officiel, et qui explique ce que vous dites, qui contredit un peu ce que vous dites. Yeah. En sachant que, excusez-moi, si vous êtes donc étrangère. Oui. Après votre question. Je vais vous répondre. D'abord, j'ai mis les points tels que l'immigration et l'insécurité, parce que je vous ai dit que j'allais mettre immédiatement les points pour lesquels nos amis, etc., m'ont accueilli. C'est pour ça que je les ai mis directement sur la table, pour ne pas perdre de temps avec les sujets qui fâchent et ne pas éluder la question. C'est pour ça que je les ai mis. Maintenant, je peux vous parler des centrales nucléaires, du thorium, je peux vous parler des éoliennes aussi. Pendant un quart d'heure, on connaît bien le sujet aussi, si vous voulez. Mais je crois que ça va emmerder un peu les gens si je viens sur l'énergie et les coûts d'énergie. Je peux vous dire, monsieur, nous n'avons pas mis un Italien ou M. Dimitri Ben Ali, comme je disais tout à l'heure, pour faire bien ou pour montrer qu'on était ouvert. Parce que je vais vous dire une chose. On a mis M. Dimitri Ben Ali, d'abord on a mis les gens qui étaient là parce qu'ils étaient les meilleurs pour défendre notre programme, nos idées et les plus dynamiques. Parce que si j'avais voulu, comme vous dites, faire du communautarisme, comme d'autres partis le font, je m'excuse, je n'aurais pas mis Dimitri Ben Ali tête de liste au Luxembourg, hein, parce que les arabo-musulmans au Luxembourg, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je l'aurais mis à Bruxelles. Hein. Donc c'est bien la preuve que c'était même assez paradoxal. Non, je l'ai mis là parce que c'est un monsieur qui m'a approché, qui avait le dynamisme, qui était assez extraordinaire, et j'ai trouvé qu'il représentait parfaitement nos valeurs. Mais si quelqu'un d'autre aurait été pas d'origine marocaine, il aurait pu avoir sa chance, mais c'est fait que c'est lui qui est sorti du lot, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé, comment dire... quand bien même, vous l'auriez mis, même avec une enfin, ça change rien au fait que ces personnes-là peuvent avoir un discours limite extrême droite. On voit bien, enfin, je sais pas, mais non, vous me posez la question, je vous ai répondu ça pour vous dire que, alors qu'on parle d'un parti qui rejetterait et qui n'aimerait pas l'étranger, je vous ai donné que nous étions, pas parce que c'est le hasard, parce que c'est comme ça qu'est composé notre parti. Notre parti était peut-être le plus ouvert en termes de composition sociologique, parce que si vous regardez tous les autres partis, je crois que vous n'en trouverez aucun comme nous, où pratiquement tous les têtes de liste sont d'origine étrangère, d'une ou deux générations. C'est tout, c'est le seul constat que j'ai fait pour montrer le degré d'ouverture.
Je continue par là et puis je passe. Non, mademoiselle. Il y a plusieurs demandes-là. Vous avez parlé de l'héritage, de l'égalité homme-femme. En Belgique, actuellement, les égalités hommes-femmes ne sont toujours pas... Enfin, l'égalité n'est pas encore là. En France, c'est pareil. Donc, pointer du doigt la charia pour dire qu'elle ne respecte pas l'égalité homme-femme, c'est un peu montrer du doigt, c'est détourner l'attention. Non, parce que... Alors, je ne vais pas vous dire que l'égalité homme-femme est parfaite. Ça serait très féministe de votre part. Je ne vais pas vous dire que l'égalité entre les hommes et les femmes est parfaite. C'est parfaite dans notre pays. Notamment, on sait que en termes de salaire, une femme, par exemple, à travail égal, par exemple, une femme est moins payée qu'un homme, encore aujourd'hui. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, dans les textes de loi, l'égalité entre les hommes et les femmes est consacrée dans beaucoup de domaines. Mais attendez, elle est consacrée dans beaucoup de domaines. Que, par exemple, en matière d'héritage, si demain, comment on dit, venez dire à vos parents de vous déshériter au profit d'un de vos frères, si vous avez un frère, vous ne pouvez pas le faire. Et je dis simplement que en Angleterre, c'est malheureusement rendu possible en appliquant en Angleterre. En Angleterre. En islam, on ne peut pas déshériter les femmes. En Angleterre, j'ai dit. Monsieur. Oui, j'aimerais savoir, vous avez déclaré dans plusieurs journaux que vous êtes vous défendrez quoi qu'il en soit inconditionnellement l'État d'Israël. Oui. Pensez-vous que les élus ou les Belges d'origine turque qui font la même chose en défendant le régime turc sont dignes de représenter les Belges? Pensez-vous que la double ingérence doit être Oui, la double ingérence. Quand vous dites que vous êtes vous défendez à la fois les intérêts d'Israël, et là vous êtes devant les Belges pour défendre les intérêts des Belges. Ne caricaturez pas ce que j'ai dit. Dans notre programme, il est indiqué que le Parti populaire entend, dans sa politique, mettre en œuvre la défense de toutes les, vous pouvez aller vérifier, de toutes les démocraties qui partagent nos valeurs, de toutes les démocraties qui partagent... La colonisation, c'est votre valeur? De toutes les démocraties qui partagent nos valeurs. C'est pour ça que le Parti populaire se sent solidaire évidemment des pays occidentaux, se sent solidaire des États-Unis, se sent solidaire aussi de la Russie dans une certaine mesure, se sent solidaire de pays comme Israël, se sent solidaire de pays comme le Japon, comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, comme d'autres pays asiatiques qui peuvent aussi partager nos valeurs. C'est ça que nous disons. C'est qu'entre là où il y a des dictatures, là où il y a des gens qui combattent nos valeurs, nous préférons et nous mettrons l'accent. Non, mais quand on voit. Est-ce que vous faites la suspicion? Monsieur Modric-Hamel, quand on voit par exemple que votre ancien colistier défend le régime Bachar el-Assad ou bien le régime iranien, est-ce la même chose que vous qui défendez le régime israélien? Je parle de Laurent Louis. Écoutez, Monsieur Louis a été viré du Parti populaire voici 4 ans. Donc, il y est resté quelques mois, nous l'avons viré, il faut être très clair. Alors, si vous voulez qu'on parle de politique étrangère, moi je veux bien qu'on commence à parler de politique étrangère. Vous voulez qu'on parle de quoi? De la Syrie? Mais je me demande pourquoi avez-vous des liens aussi étroits avec l'État d'Israël qui est reconnu par notamment plusieurs pays comme un État colonisateur? Alors, je vous réponds d'abord, je n'ai aucun lien particulier avec l'État d'Israël, aucun lien institutionnel ou politique. J'ai de l'affection pour ce pays, comme j'aurais de l'affection pour d'autres pays, comme les États-Unis. Et à tous ceux qui sont aussi abreuvés éventuellement, comment dire... Mais condamnez-vous la colonisation israélienne? Des informations. Est-ce que vous la condamnez? Je vous dis qu'Israël, dans le Moyen-Orient,
est une démocratie. Une démocratie. J'invite d'abord tous ceux qui ne connaissent pas Israël à aller voir sur place, à aller voir le fait qu'en Israël d'abord, contrairement à ce qu'on peut entendre, vous permettez, laissez-moi terminer plus. En Israël, il y a à la Cour suprême, dans les tribunaux, des Arabes qui siègent, dans les institutions, à la Knesset, il y a des Arabes qui siègent avec souvent des paroles très dures contre l'État d'Israël. Il y a une liberté de la presse. Israël est un des pays en pointe pour la liberté de la presse. Il y a un pouvoir judiciaire indépendant. Je voudrais signaler que... vous permettez, je vais donner simplement un exemple. Vous savez qu'en Israël, l'ancien président de l'État est en prison aujourd'hui, c'est une peine de prison pour viol, pour harcèlement et pour viol. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a peu de pays, croyez-moi, qui sont capables, pays démocratiques, qui sont capables de sanctionner, si je puis dire, les dirigeants, voire pour des faits comme ceux-là, sans étouffer l'affaire, et sans que ce soit les femmes qui soient vues comme les coupables et autres, et qui sont capables d'aller jusqu'au bout. Ce monsieur a été président d'Israël et il sait une peine de prison aujourd'hui de 3 ans ou de 4 ans de prison pour les faits qu'il a commis. Il a été jugé, il y a eu un long jugement. Il y a toute une série d'institutions démocratiques qui sont là. À côté de cela, il y a un conflit extrêmement complexe depuis 60 ans. Israël, depuis sa création en 1948, a subi ou a dû mener 6 guerres, donc des guerres d'extermination contre lui. Et donc, avant de dire ou de croire que Israël peut renoncer à la Cisjordanie pour réduire son territoire à 14 km de l'arche, pour ceux qui connaissent un petit peu ce que c'est que la stratégie, la géostratégie, vous croyez qu'un territoire qui fait 14 km de large, à son point le plus étroit, est un territoire qu'on peut défendre face à des agressions, face à des missiles, face à des chars qui arrivent, et qu'il ne faut pas un minimum territorial, ne comprennent rien au problème. Pour le reste, moi je peux vous dire, tout comme je vais dans les pays arabes, je vais aussi en Israël, je vais aussi dans les territoires occupés, j'ai été voir. Alors je ne dis pas que la situation est idéale, mais d'abord ce que je peux vous dire en Israël, ce qui me frappe partout où je vais, que ce soit à Tel Aviv, que ce soit à Haïfa, que ce soit à Jérusalem, j'invite les gens à aller voir, Arabes, Juifs, travaillent, vivent ensemble, sont au restaurant ensemble, sont dans les entreprises ensemble, sont à la Knesset ensemble. Les Arabes siègent comme juges en Israël. On peut être arabe et juif en même temps. Et on peut être aussi arabe et juif quand même. Mais attendez, on parle bien d'un conflit entre... il y a aussi des arabes et des juifs, mais il y a surtout des arabes et des juifs, et il y a quelques-uns qui sont arabes et juifs. Ce matin, je viens de plaider Fortis, mon adversaire Hakim Boularba, qui, comment dire, son père est arabe, sa maman est juive. Donc vous voyez... Voilà. Mais attendez, mais... Vous m'apprenez quelque chose? Bah non, mais c'est... Alors, je dis simplement que si vous regardez la situation, j'invite à aller voir en Israël. Je ne dis pas, parce qu'il faut aussi me revenir, il n'y a aucune situation idéale. Ne croyez pas, un monde pacifique de bisounours, ça n'existe pas. Mais en Israël, je constate une cohabitation. À côté de ça, il y a les territoires, il y a des restrictions, il y a des checkpoints, effectivement. Mais moi, je peux vous dire, j'y étais encore il y a quelques mois. J'ai fait un tour des villes. J'invite tout le monde. Je ne dis pas que c'est idéal, mais j'invite tout le monde à aller voir, par exemple, Ramallah, la capitale aujourd'hui de l'autorité palestinienne. Vous y verrez les... Vous avez affirmé ou confirmé qu'il y a quelques années, votre parti se présentait plutôt comme un parti fédéral et unitaire, et que maintenant vous êtes plutôt sur le modèle NBA, confédéral. Je voudrais plus savoir quelles sont les explications de ce revirement. L'explication du revirement est très simple, c'est que la situation que vous avez actuellement correspond à ma vision et la vision du parti aussi. C'est que quand nous avons créé le Parti populaire en 2009, je l'ai fait avec un autre cofondateur qui s'appelait Rudy Arnaud, et flamand. J'étais le francophone, j'étais avocat, juriste, il était économiste, il était flamand. Et au-delà de tout sur quoi nous étions d'accord, il
il a mis en avant plutôt une vision fédéraliste en disant les Flamands sont prêts à entendre, au contraire, loin du confédéralisme. Et en pratique, d'abord, ça s'est révélé, il y a eu la percée de la NVA, et puis je peux vous dire que autant on a vu le parti décoller en Wallonie où les gens venaient, autant en Flandre, on a vu aller vers les électeurs flamands, on nous a fait comprendre que, je veux dire, ça n'intéressait personne. C'est un choix résigné ou non, actuellement ça correspond à ce que, ma vision, je pense personnellement. Alors maintenant je vais la développer peut-être rapidement. Nous ne sommes pas évidemment séparatistes. Je crois qu'aujourd'hui en Belgique, il y a à tout le moins 4 sensibilités qui cohabitent, à savoir une sensibilité flamande, une sensibilité wallonne, une sensibilité bruxelloise, qui n'est ni flamande, parce que là de Wever se trompe, ni wallonne. Je vois, Bruxelles c'est très marrant ce que nous disons. On veut, il y a l'Europe bien sûr, il y a un État qui peut être confédéral, fédéral, réduit ou confédéral, appelons-le comme cela. Il y a 4 régions et le reste on supprimerait. C'est-à-dire que nous voulons plus de communautés, nous ne voulons plus de provinces, en tout cas provinces en institutions politiques, nous voulons simplifier les choses. C'est un petit pays la Belgique, nous avons 11 millions d'habitants, nous avons aujourd'hui 62 ministres dans ce pays, 62 ministres. Il y a la région Wallonne, la région Bruxelloise, la communauté française, et puis à la région Bruxelloise, il y a la COPCOM, etc. Enfin, tout un bordel. Ça coûte beaucoup d'argent, 62 ministres. Nous voulons au contraire une culture qui soit pour le plus grand nombre. Et qu'est-ce qu'on propose notamment? On propose, parce que cette culture-là subventionnée, elle n'intéresse pas le plus grand nombre, elle n'intéresse pas les masses populaires en général, et c'est pour une petite élite qui va voir tout ça. Nous pensons qu'il vaudrait mieux remettre un chèque culture aux gens, 100 €, 200 € par an, et qu'ils aillent voir l'exposition, le spectacle, populaire ou moins populaire, qu'ils ont envie d'aller voir. Ce sont les gens qui décident du type de spectacle qu'ils ont envie d'aller voir. Attendez, ça ne veut pas dire à côté de ça qu'on laisse tomber les musées ou ce genre de choses, soyons clairs. Mais il y a toute une série de créations basées uniquement sur le copinage qui n'a aucun sens et aucun rayonnement, auquel on peut mettre un trait. Voilà, ça c'est pour la culture. Dernière question. Comment? Alors, ça vous intéresse la TVA? Oui. Alors, la TVA. La TVA, c'est ça. Quelle est l'idée du PP? Parce que c'est le PTB avec lequel ils sont venus caricaturer. Je vous l'ai dit. Non, je sais, c'est l'argent. J'ai compris. Le PTB. Alors, dans notre programme, qu'est-ce qui est indiqué? Je vous l'ai dit, nous voulons réduire les impôts sur le travail. Nous voulons réduire les charges sociales pour relancer l'emploi en Belgique, en Wallonie. Je rappelle, un Wallon, un Bruxellois demandeur d'emploi aujourd'hui. 25% de la population. Dans certains coins de Wallonie, ça monte à 33%. Il y a des rues à Farciennes, près de Charleroi, où dans toute la rue, il n'y a pas une personne qui travaille. Il y a un reportage là-dessus. Pas une personne employée. Pour faire ça, je vous l'ai dit, on recrée du pouvoir d'achat et on recrée, on diminue les charges. Comment financer? Je vous l'ai dit, on veut réduire les dépenses publiques inutiles. Je vous l'ai dit, on simplifie, on retire communauté, etc. Tout ce qu'il y a aussi les copains et les copains des copains. Nous avons dit que si ça ne suffisait pas, nous étions prêts à augmenter d'1% peut-être la TVA sur certains produits de luxe. Parce que la plupart des produits de luxe, ils sont importés. Et que donc, quand vous frappez de TVA un produit importé, quelque part, c'est le produit étranger qui finance également l'impôt ici en Belgique. Tout ça pour relancer justement l'activité industrielle plutôt chez nous. À ceux qui me disent que la TVA, parce que j'ai déjà entendu dire cela, que la TVA est un impôt injuste parce que tout le monde est frappé de manière indistincte, je vous dis que c'est tout le contraire. Parce que la TVA, c'est un impôt auquel vous pouvez échapper, tout le monde peut échapper en n'achetant pas le produit. Un impôt sur le revenu, vous êtes tous obligés de le payer, pas vous gagner votre vie. Un impôt frappé d'une TVA à 23%, vous pouvez tous y échapper en ne l'achetant pas. C'est aussi simple que ça. Pour les chefs d'entreprise, on sait éviter la TVA, pas pour le peuple. Voilà, les amis. Vous avez financer les camps de réfugiés, mais pas pour payer les chômeurs? Mais est-ce qu'on a dit qu'on ne paierait pas les chômeurs? Réduire les charges sociales. Mais nous ne voulons pas réduire les charges sociales, comme on dit, pour le plaisir de réduire. Nous voulons réduire les charges sociales
parce qu'elles sont un obstacle à l'emploi. Et si vous n'avez pas d'emploi, bien évidemment, il n'y a personne qui paie les charges sociales. Si on n'a pas la santé, on ne peut pas avoir d'emploi. Faites comment dire, un amalgame de tout. Le but, c'est qu'il y ait une majorité de personnes qui travaillent. Pour qu'elles soient au travail, il faut que l'emploi, comment dire, soit à un coût raisonnable, avec le moins de formalités possible, pour que les travailleurs puissent être engagés. Moi, je peux vous dire, chers amis, parce qu'il n'y a personne parmi vous qui sait ce que ça représente d'avoir une entreprise, une PME ou une plus grande entreprise. Vous savez, chaque mois, vous commencez votre mois, et indépendamment du fait que vous allez faire des affaires ou pas des affaires, vous avez des factures, vous avez votre loyer, vous avez vos charges, vous avez les salaires. Chaque mois, vous savez que chaque employé qui est là vous coûte, même si vous ne le payez que 2 000 €, il vous coûte 5 000 €. Et si vous avez 20 employés, ça veut dire que fois 5 000 €, ça veut dire que c'est 100 000 €. Donc, quelle que soit l'activité, le chef d'entreprise, il sait que quelle que soit l'activité, n'est-ce pas, eh bien, s'il a 20 employés, ça lui coûtera 100 000 €, plus le reste des charges, etc. Il faut se mettre à la place des gens. Et beaucoup n'osent pas, et je commence par les plus petits, n'osent pas parce qu'il y a des mois où c'est très bien et des mois où ça ne va pas. Et quand vous avez effectivement un emploi qui vous coûte 2 000 € par mois, hein, ben, vous dites, bon, ça, un mois qui n'avait pas été bien, bon, ça coûte 2 000, ça va. Mais quand c'est un mois qui ne va pas, ou 2 mois qui ne vont pas, ou 3 mois qui ne vont pas, hein, et vous devez payer non pas 2 000, mais 5 000 €, et que si même vous voulez le licencier parce que vous n'avez plus de travail, qu'on vous dit, ben, vous allez encore payer pendant 6 mois, ou 9 mois, hein, l'année de licenciement, et vous devrez payer, même si vous n'avez pas de rentrée, tout ça est un frein. On doit simplifier les choses, chers amis, on doit simplifier les choses, on doit simplifier les règles, dans le but de mettre des gens au travail. Si on met les gens au travail, on crée de la richesse, et plus il y a de la richesse, plus il y a de l'emploi qui est créé. L'emploi, chers amis, ce n'est pas un gâteau avec, on partage, si je donne à l'un, je prends à l'autre. L'emploi, c'est que plus vous créez de la richesse, plus vous créez de l'emploi, les gens ont du pouvoir d'achat, donc ils dépensent, donc on engage, c'est un cercle vertueux. Et c'est ça qu'il faut. Allez-y, dernière question et puis je vais y aller. Monsieur, je voudrais revenir à ce que vous avez dit sur stopper les flux migratoires. Je voudrais savoir si ce sera le cas aussi pour les étudiants immigrés, parce qu'on sait déjà que le cas d'un étudiant belge, c'est pas le même que le cas d'un étudiant étranger. Il y a une sorte de discrimination. Je sais pas si c'est pas... Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est aussi les étudiants étrangers qui viennent et qui payent eux aussi qui payent bien plus que les Belges. Hein. Je veux noter qu'on paye 3 000 € par an, alors qu'un Belge paye 9 000 €. Il y a des accords internationaux et nous n'avons aucune raison de remettre en cause le statut des étudiants qui viennent étudier entre pays. Ok. Alors pourquoi il y a une sorte de discrimination entre les étudiants immigrés et les étudiants belges? Parce que déjà, on ne trouve pas notre formation quand on vient en Belgique. Attendez, simplement, c'est que dans le cadre d'un étudiant belge, ben, ses parents contribuent au système éducatif par leur impôt et celui qui vient de l'étranger. Mais vous les payez dans votre pays d'origine. Dans le pays lequel vous venez. Donc, attendez, la Belgique, attendez, chers amis, les écoles, l'année que vous faites ici, mais elle coûte, il y a un coût, c'est 5 000, c'est 10 000, c'est voire plus par étudiant que ça coûte à l'État pour financer. Le tout est financé par l'impôt. Si vous venez de l'étranger, plutôt que d'étudier dans votre pays d'origine, ben, il y a un coût effectivement, et ce n'est pas la Belgique à supporter, à financer le coût d'un étudiant étranger, sauf à cause de collaboration avec des pays en développement ou autres. Ça c'est autre chose. Mais un Français... Vous n'aurez pas les mêmes conditions que les étudiants belges. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir l'institut. Mais parce que les étudiants belges, leurs parents payent un impôt pour le financer. Mais ils ne le payent pas en Belgique, vos parents. Si je paye plus, je peux choisir quand même l'institut que je veux. Eh bien, oui. C'est pas le cas. Même si je paye, je ne peux pas faire ça parce que sinon on va en France, on va payer plus. Mais pourquoi j'aurais pas le droit de faire quelque chose que ce qu'on me dit de faire? Les amis, il faut être un peu réaliste. Tout a un coût. Et si l'éducation est gratuite en Belgique, en Wallonie, c'est parce que justement vos parents contribuent par l'impôt. Voilà, chers amis, j'espère que je vous ai répondu à vos questions.
votre accueil et surtout suivez la politique parce que la politique sinon va s'intéresser à vous et n'hésitez pas à vous engager dans les partis de la démocratie. Voilà.